peut-être laisser la parole à Stéphane, qui va peut-être encore s'introduire et démarrer le webinaire. OK. Stéphane, tu as la main. OK, on va commencer déjà par présenter les excuses pour les petits soucis techniques qu'on expérimente. Experience. Stéphane, on ne t'entend pas, je ne sais pas si tu parles. OK, c'est bon. Ça, c'est mieux. Oui, là, on t'entend. Il n'y a pas d'écho? Allô, Michael? Oui, on t'entend, Stéphane. OK, OK. Excuse-moi, je veux juste être sûr. Donc, tu commences, ou bien je peux présenter? Oui, j'ai déjà fait la présentation, tu peux démarrer. D'accord. Merci à tous. Bonjour à tous déjà. Et je voudrais remercier PMI Sénégal de m'accueillir ce matin. Je suis très honoré et je tenais, avant de commencer mon propos, vous le faire savoir. C'est même de l'échange que nous aurons, c'est l'utilisation de la valeur acquise de façon pratique, en fait, pour l'utilisation des projets. Slide suivante. Michael, je vais présenter, hein, je vais partager. C'est plus simple. Mais tu peux présenter, hein, je pense. Oui, je pense que je peux présenter. OK. D'accord. OK. On va essayer d'aller vite. Je tiens, pendant que peut-être Speaker trouve le temps pour partager l'écran, en fait, ce webinaire, il va nous permettre aussi de pouvoir savoir davantage sur la gestion de la valeur acquise, mais à tous ceux qui sont membres du chapitre PMA Sénégal, ils pourront bénéficier de 1,5 PDOs, vu que c'est un webinaire qui va durer 1 heure et demie. Alors, vous pourrez en bénéficier de ces PDOs. À la fin, on donnera la possibilité à toutes les personnes qui veulent poser des questions, notamment sur webinaire, mais aussi sur des questions qui peuvent être liées au niveau du chapitre, comment intégrer, quels sont les avantages d'y être. Et je pense que nous sommes aussi en phase de pouvoir lancer les élections la semaine prochaine et je pense que la possibilité vous est donnée de pouvoir candidater pour des postes. Ça a été dit, je pense, hier par le président sortant, que les candidatures sont encore ouvertes jusqu'au dimanche 21 avril. Donc ça également, c'est des informations que l'on pourra communiquer bien avant, à la fin de ce webinaire. Et s'il y a des questions, nous pourrons vous aider à pouvoir, on vous aidera à pouvoir y répondre. C'est bon, Stéphane? Je réponds à la personne qui a écrit dans le chat au cas où. Les PDU sont pour ceux qui sont membres du PMI Sénégal. Ça, c'est un avantage aussi à être membre du chapitre. Mais il arrive souvent que dans des webinaires, on n'hésite pas à partager les PDUs à tous ceux qui ont pu suivre l'événement sans vraiment faire de discrimination. Mais c'est un avantage pour d'être membre dans les principes. Si vous êtes membre, à chaque événement, vous en bénéficiez. Si vous n'êtes pas, normalement, vous ne devez pas en avoir. Mais on peut vous faire souvent ces faveurs et derrière, on vous encourage à être membre pour pouvoir en bénéficier de l'ensemble des PDUs. Merci, Tony. Stéphane, c'est bon?
Oui, 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 excuse-moi, je parlais dans le vide. C'est bon, on peut commencer. Oui, on t'entend maintenant. Là, Oui, on peut voilà. commencer. Je te laisse, je te donne la main. Vas-y. Merci beaucoup, Michael. Et une fois encore, je tiens à présenter mes excuses à toute assistance pour ce retard qui est dû aux problèmes technologiques. Donc, le thème de ce jour, c'est l'utilisation pratique de la valeur acquise dans l'optimisation des projets de construction. Et comme je le disais tout à l'heure, avant de reprendre la main sur le volet présentation, je remercie le PMI, je remercie toute l'équipe qui m'a poussé à préparer ce document, cette présentation. C'est un sujet qui me parle beaucoup, c'est un sujet qui m'est très particulier. Alors, je découvre la gestion de projet en 2005 par le professeur René Palassin qui venait de terminer une brillante carrière à Total en tant que construction et project manager. Je crois directeur de projet à la fin de sa carrière. Et lors de cette session de formation, c'était en école d'ingénieur, je crois, j'étais déjà en troisième année, et il nous a présenté d'une façon très brève, très pratique, l'application ou les applications, les méthodologies de la gestion de la valeur acquise, de la supervision de construction. En fait, il m'a fait découvrir, pour moi qui, à la base, suis mécanicien, il m'a fait découvrir le monde des projets. Donc, j'ai commencé à réellement m'y intéresser. Et pourquoi je pourrais en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai bientôt 17 ans d'expérience. Et donc, de ces 17 ans d'expérience, je pourrais déduire que j'en ai 16 dans la construction. J'ai fait 2 ans comme ingénieur projet sur des chantiers de route. Après, j'ai fait 8 ans à Foster Wheeler, qui à l'époque était un des plus vieux bureaux, cabinets d'ingénierie du monde. J'ai fait 8 ans en tant qu'ingénieur projet. On a travaillé dans les cimenteries, on a construit 2 raffineries. Il y a eu beaucoup de projets. Et dès 2020, j'ai voulu retourner dans la gestion de projet pur. Et je suis contrôleur de projet depuis ce moment-là. Pourquoi la valeur acquise? Parce que au cours de mon expérience, en fait, je me suis rendu compte qu'en Afrique, on a, on a beaucoup de problèmes à gérer nos projets de construction. C'est des gros postes de dépenses. Et le problème de l'Afrique, en fait, c'est que très souvent, il y a une certaine absence d'utilisation des outils de pilotage dans la réalisation des constructions des infrastructures. Et ce n'est pas dû à de la mauvaise volonté, c'est simplement parce que les seules entités qui exigent le minimum, ce sont les bailleurs de fonds. En dehors de ça, ce n'est pas toujours requis. Donc, moi, j'espère à l'issue de la présentation, euh, vous partagez ma passion pour la valeur acquise, vous expliquez que c'est un outil qui est très puissant, mais qui doit être implémenté suivant un canevas bien précis. Sinon, vous aurez des résultats, mais vous ne pourrez pas exploiter les données. J'espère surtout que je pourrai vous fournir les outils nécessaires et efficaces pour une implémentation et une utilisation de ces concepts qui euh, ont l'air abstraits et pourtant sont très ancrés dans le réel. Alors, notre échange va s'articuler suivant les points qui sont affichés là. On va parler des concepts fondamentaux. Ensuite, on va évoquer les aspects, les avantages et les bénéfices de la Earned Value Management. Puis, nous allons embrayer sur une méthodologie de mise en œuvre et évoquer ensuite quelques cas pratiques. La Earned Value Management est une méthode qui permet de mesurer la valeur créée par le projet. On dit valeur acquise, mais j'aime bien l'expression valeur créée. Et cette valeur créée est mesurée par le seul élément commun qui est en fait les coûts. C'est le seul élément commun à des disciplines variées. Donc, il s'agit principalement de valoriser l'avancement physique par rapport au budget prévisionnel. Et c'est un ensemble, hein, la N-value en fait est un ensemble d'indicateurs. Ce n'est pas juste un seul, c'est un ensemble de données, d'indicateurs qui permettent de mesurer l'écart entre ce qui est exécuté à l'instant donné et la référence qui a été préparée avec l'équipe projet. Pour moi, c'est une méthode particulièrement intéressante parce qu'elle elle donne une perspective intéressante sur les phases critiques du projet. Elle permet d'anticiper. Et surtout, c'est une boule de Stéphane, cristal. ton écran n'est pas partagé. Comment mon écran n'est pas partagé?
Et là? Michael, est-ce que c'est partagé là Pas maintenant? encore à mon niveau. Non, pas Non, encore. je vois toujours pas. Ok, est-ce que je recommence? C'est bon là maintenant? Non, on ne le voit pas Non. encore. Bon, là, je sais pas. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Euh, attends, je le partage. Je vais le partager, c'est bon, on pourra Attends, je avancer. fais un dernier essai, hein. Ok, voilà. Oui, là, c'est bon. Je vais continuer avec ta présentation. Donc, j'expliquais précédemment les raisons pour lesquelles je pouvais parler d'optimisation de projet de construction. Et j'ai également expliqué pourquoi est-ce que j'avais choisi de m'intéresser tout particulièrement à la gestion de la valeur acquise, qui pour moi est un outil qui permet de prédire l'avenir si les conditions, euh, si la performance d'exécution actuelle ne changeait pas. Slide suivant, Michael. Michael? Puis j'avance. Non, ça n'a pas changé chez moi. Voilà. Donc, l'agenda est affiché à l'écran. Nous allons parler des concepts fondamentaux. Donc, slide suivant. Ça va bien. C'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà. Oui, on a parlé de cette slide déjà. On a parlé de ce que c'était la gestion de la valeur acquise, du fait que c'était une valorisation de l'avancement physique par rapport au coût prévisionnel et que c'était un ensemble d'indicateurs qui, combinés ensemble, permettaient de donner une perspective intéressante des projets. Et c'est surtout une méthode utilisée de façon prospective sur tous les projets. Slide suivante, Michael. Pourquoi il y a ce lac là? Je ne comprends pas. Voilà. J'ai pensé à faire une petite présentation, un petit rappel historique, parti du fait que dans les années 40, à partir de la Seconde Guerre mondiale, euh, les bailleurs de fonds, particulièrement l'armée américaine, s'est rendu compte de la nécessité d'optimiser les budgets qui étaient alloués aux projets de développement d'armement. C'est comme ça on a développé le diagramme de Gantt, le chemin critique. Mais ils se sont très rapidement rendus compte que le diagramme de Gantt, le chemin critique et le réseau PET ne permettaient que de constater les dégâts à la fin, surtout les dégâts sur le budget, parce qu'il n'y avait pas d'indicateur pertinent qui pouvait être affiché. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont standardisé la méthodologie de mesure des coûts qui est devenue plus tard la Earned Value Management. Et dans les années 90, avec l'apparition des logiciels pour les laptops, les ordinateurs portables personnels, on a vu la généralisation de l'utilisation de cet outil-là. Et presque 30 ans après, en 2018, l'ISO a adopté un standard spécifique, la 21508. Slide suivant. Ça tarde à s'afficher chez moi, hein. Je tiens déjà à m'excuser. Voilà. Donc, ici, sur cette slide, j'ai choisi de vous présenter
on va dire en parallèle, le diagramme de Gantt et le time phase, la consommation du budget étalé sur le temps, qui permet en fait de comprendre que le diagramme de Gantt est une visualisation linéaire de l'évolution du projet, mais il ne donne pas à proprement parler des informations sur la consommation de budget. Il n'y a aucun rapport entre ces deux paramètres qui sont pourtant très importants. Dans les manuels, les précis de gestion de projet, on parle très souvent de coût, délai, scope. Donc, la mise en parallèle des coûts et des délais nous permet en fait d'obtenir ce qui est communément appelé coût Barnès et qui donne une lecture plus approfondie des informations que le Gantt affiche simplement. Slide suivant. Alors, nous allons parler maintenant des bénéfices et des avantages de la N-value. Avant, s'il te plaît. Donc, moi, j'ai choisi de ne parler que des trois principaux avantages qui résument tout ce qu'on pourrait obtenir de l'utilisation de cet outil-là. Premièrement, il nous permet de mesurer la performance du projet à un moment donné. L'avantage, en fait, de la N-value management, c'est qu'elle est auditable. Elle ne dépend pas de l'humeur du planificateur. Pour les gestionnaires de projets qui sont passés par la certification PMP, vous avez sûrement dû noter qu'on dit qu'un planning, on a un planning par planificateur, par gestionnaire de projet. Donc, chacun a une présentation spécifique de ce qu'il veut afficher, ce qui fait qu'on pourrait avoir une multitude de plannings. Mais par contre, avec la méthode de la valeur acquise, quel que soit l'outil ou la méthodologie retenue, on se fait auditer et on peut être conforme ou non. Après, le deuxième avantage, c'est qu'il nous permet de faire des prévisions sur le futur à partir des indicateurs de performance bien spécifiques, notamment le délai d'achèvement et le budget à l'achèvement. Il permet, et on va le voir plus tard, de détecter des problèmes et de prendre rapidement des décisions, en fait. Ensuite, on passe à la notion historique sur le slide suivant. Oui, Michael, je ne vois pas l'écran. Voilà, merci. Alors, on va faire appel de quelques notions importantes, en fait. Tout d'abord, on ne parle pas de valeur acquise sans parler d'une date d'état. À chaque fois que vous présentez une information, il faut communiquer la date. Donc, la date d'état est la date à laquelle l'avancement réel est enregistré par rapport à la planification initiale. C'est vraiment le cut-off. En anglais, on utilise le mot cut-off. Ensuite, la deuxième notion qui est intéressante de rappeler, c'est la valeur acquise en elle-même, la earned value en anglais. C'est le coût, c'est le budget suivant le budget, voilà. C'est le coût du budget du travail réalisé. Et on le calcule simplement en multipliant, en prélevant la part de l'avancement physique du budget du projet. Il permet de valoriser la valeur créée, en fait. Si on voit la slide suivante. Donc, la troisième notion importante, c'est la valeur prévisionnelle, qui est simplement le coût, le budget du travail planifié. Vous vous rendez compte en regardant la formule qu'à 100% d'achèvement, il correspond au budget du projet. Donc, c'est un schedule de l'avancement prévisionnel des dépenses du projet et qui permet d'avoir une vue précise de ce qui aurait dû être réalisé. Ensuite, la quatrième notion, qui est celle des coûts réels, représente l'ensemble des dépenses effectivement engagées pour réaliser le projet jusqu'à la date d'état. C'est un paramètre très, très important. Michael, je vois une main qui dit qu'on n'affiche pas la présentation, qu'elle ne voit pas la présentation. Je ne sais pas si c'est uniquement pour elle ou bien tous les autres participants. Vous voyez l'écran?
Alors, l'écran est partagé. Je ne sais pas si, en plus de Léa, Tiam, d'autres personnes ont cette situation. Moi, je vois l'écran. OK. OK. Donc, on va continuer. Passe à la slide suivante, s'il te plaît, Michael. Donc, à partir des quatre notions, des quatre indicateurs que je vous ai présentés tout à l'heure, il est possible de calculer des indices de performance, indice de performance de temps, la SPI en anglais, ou l'indice de performance des coûts. C'est en fait simplement, pour le SPI, la formule est très simple, hein. La valeur acquise divisée par la valeur prévue. Elle permet de déterminer un indicateur qui doit, dans le cas idéal, être égal à 1. Si le SPI est supérieur à 1, le projet est en avance par rapport à la planification idéale. Si ce SPI est inférieur à 1, alors il y a un problème, on est en retard. Il faut savoir aussi que c'est une valeur qui ne doit pas être trop élevée. Moi, personnellement, à titre d'expérience, dès que le SPI atteint 1,2, je me pose des questions. Parce que soit c'est une erreur de planification, soit c'est une erreur de ventilation des coûts sur le planning. Normalement, aller très vite a aussi un coût. Surtout si ce SPI accéléré n'a pas un impact sur l'indice de performance des coûts. L'indice de performance des coûts, par contre, c'est la valeur acquise divisée par les coûts réels engrangés. Et un CPI supérieur à 1 représente un projet efficace. Ça montre que l'équipe dépense le budget de façon convenable. Mais tout comme pour la SPI, il faut analyser ces indices sur la base d'autres facteurs. On ne tire pas de conclusions uniquement sur la base d'un seul calcul. Ces indicateurs, en fait, déclenchent, ouais, je pense que je vais utiliser ce mot-là, ces indicateurs déclenchent en fait une série d'analyses subséquentes. Slide suivant, Michael. Donc, pour, dans le domaine de la construction, moi, c'est une recommandation, c'est dans les manuels, en fait, puisque c'est un domaine qui est très dynamique et que les réunions, on va dire, sont quotidiennes ou hebdomadaires. Vous pouvez tracer le graphique qui est représenté à l'écran, qui est on va dire, une courbe de tendance de la SPI et de la CPI dans le temps, qui vous permet en fait d'analyser où va le projet. On va le voir plus tard parce que on parle également de la stabilité des indicateurs de performance, des indices de performance sur le temps à partir d'un certain pourcentage d'avancement. Donc, avoir un graphique comme celui-là qui vous permet de suivre le projet, en fait, est très bénéfique. Et on a quatre cas. On a le premier cas, en haut à gauche, qui est celui où le projet il est en avance, mais il a un over budget, il consomme un peu trop par rapport à ce qui a été planifié. Dans le cas numéro 2, en haut à droite, on se rend compte que le projet il est en retard et il dépasse les prévisions budgétaires. Dans le cas en bas à gauche, vous constatez que ce projet il est en avance et la consommation du budget elle est efficiente. Et dans le dernier cas, on est dans une situation où euh, le CPI est supérieur à 1, donc la consommation du budget elle est efficiente, mais par contre le SPI il est inférieur à 1, donc on est dans une situation où le projet est en retard. Ce qu'il faut aussi savoir, ne pas oublier, c'est que dans le domaine de la construction, on exécute et ensuite seulement on facture. Donc, il ne faut jamais perdre de vue dans l'interprétation de ces données qu'on a ce petit décalage entre l'exécution dans l'avancement et la facturation. C'est très important de bien définir où est-ce que vous vous situez dans l'organisation du projet, où est-ce que vous vous situez dans le temps, d'où l'intérêt de clairement définir la date d'état et de l'afficher à un instant donné et surtout tous les rapports. Va à la slide suivante, Michael, s'il te plaît. Alors, sur la base d'un projet réalisé à l'époque où j'étais à Foster Wheeler, j'ai fait une synthèse d'un indicateur qu'on utilisait. Et vous pouvez lire quelques valeurs, une exploitation du tableau, en fait. Je vous recommande
de ne considérer que la ligne 1 qui est le global projet. Donc, on constate une valeur acquise et un montant de la valeur acquise qui est calculé grâce au logiciel de planification. Donc, cette valeur acquise nous permet de déduire un avancement prévisionnel et qui nous permet également de déduire l'avancement physique. Parce que l'avancement prévu, c'est simplement la valeur planifiée divisée par le budget. L'avancement physique, c'est pareil, c'est égal à la valeur acquise divisée par le budget. Donc, on se rend compte en fait que le projet il était en retard de 13% à peu près. Par contre, on avait une CPI qui montrait une consommation efficace du budget. Et ça a suscité une question, en fait. Ça signifiait, parce que si vous essayez de conceptualiser, vous vous rendez compte qu'il n'est globalement pas possible d'être en retard de près de 30% et d'avoir un budget, comment dire quoi, d'avoir un budget qui est plutôt conforme à la prévision. Donc, ça montre en fait l'intérêt ou alors la remarque que j'ai faite ou la recommandation que je fais de toujours aller au-delà de la première donnée et d'essayer d'analyser en profondeur pour tirer des conclusions. Donc, dans ce cas spécifique, le CPI indiquait simplement un décalage entre l'exécution et la facturation. Et on ne pouvait pas l'utiliser pour faire des prévisions futures, notamment en étant en démarrage de projet. Slide suivant, Michael. Donc, ça m'a permis en fait d'embrayer directement sur la valeur acquise et les prévisions, en fait. C'est quoi une prévision? C'est une évaluation prospective, donc une évaluation future qui est basée sur des données et des analyses du présent, de l'instant, et qui vise surtout à anticiper les événements futurs, les événements à venir. C'est en fait une idée de ce qui va se produire, hein, mais c'est basé sur les informations disponibles à l'instant actuel, à la date d'état. Et on ne peut réaliser ces prévisions que en utilisant des méthodes appropriées. Sinon, les conclusions, elles seront erronées, elles ne seront pas bonnes. Elles ne seront pas bonnes. Donc, en construction, les principaux indicateurs, à mon avis, ceux que j'ai retenus pour le webinaire sont l'estimation à l'achèvement en termes du point de vue des coûts. Nous avons également l'estimation à l'achèvement temps, qui est une notion qui n'est pas très utilisée et pourtant qui à mon sens, intéresse particulièrement la direction de projet, le management, le client, savoir quand est-ce qu'on termine. Et après, il y a le To Complete Performance Index. Je ne sais pas, je n'ai pas pu traduire cet index-là en français. Traduit normalement, je n'ai pas vu une traduction qui m'ait convaincu. Donc, je l'ai appelé indice de performance pour achever le projet. Slide suivante, s'il te plaît, Michael. Donc, pour l'estimation à l'achèvement, qui est en réalité une estimation du budget final lorsque le projet sera complété à 100%, il existe plusieurs formules et on en retient 3. On retient la première hypothèse qui est simplement celle qui dit que le projet va se réaliser suivant le plan de départ. Vous savez, il y a plusieurs types de contrats. Par exemple, en FIDIC Silverbook, qui est un projet clé en main, si c'est un petit projet, le client, lui, il signe un contrat avec le contractant et après, il tourne le dos, il dit, bon, moi, de toute façon, tu te débrouilles, j'ai un budget, j'attends mon livrable. Donc, dans ce cas, en fait, l'estimation à l'achèvement sera simplement le coût réel engagé à la date d'état, plus la différence entre le budget et la valeur acquise et l'avancement. Mais on peut se trouver dans une situation contractuelle différente. Et ça, c'est le cas numéro 2, où on a un reste à faire quand même qui peut évoluer, dont les coûts peuvent évoluer peut-être en raison d'une modification des indices de prix. Et dans ce cas, en fait, on émet l'hypothèse que la performance de l'équipe ne va pas changer pour une raison ou une autre. En fait, pour une raison ou une autre, on décide que la performance ne va pas changer et donc on essaie de savoir quel est le coût à la date d'achèvement du projet. Je cite bien sur le mot de la date d'achèvement. Peut-être qu'on reviendra dessus parce que je vous partagerai mon analyse de la chose. Mais il y a également une troisième méthode que moi j'aime bien, qui est plus empirique et qui est notamment la formule utilisée et préférée par l'US Air Force,
qui, soit dit en passant, fait partie de la main américaine qui a été à la base de cette méthodologie de la N-value. C'est celle qui prend en compte, en fait, à la fois la performance d'exécution du budget, mais également l'indice de performance délai SPI pour essayer d'évaluer le coût final. Parce que je n'ai peut-être pas précisé, mais budget moins valeur acquise, c'est une formule usuelle pour déterminer l'estimation, estimate to complete, je crois, l'estimation des travaux restants, le reste à faire. Donc, cette troisième formule, moi, je l'aime bien parce qu'elle agrège en fait les deux indices de performance qui sont utilisés de façon usuelle et elle donne une vision assez précise de la réalité. J'ai pris un exemple en fait dans la présentation et on aura l'occasion d'échanger sur le sujet. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'estimation à l'achèvement de temps. Si on a une formule pour déterminer le budget, on peut probablement déduire de façon intuitive qu'il existe une formule pour le temps. Et c'est le même principe, en fait. Vous avez la durée écoulée, qui en termes de coût correspond au coût réel à la date d'état. Et vous avez une durée restante que vous divisez par l'indice de performance, l'indice de performance des délais. Et vous arriverez ainsi à savoir si le projet va prendre du retard ou s'il va s'achever de façon anticipée. C'est un très bon indicateur de prévision. Sur la slide suivante, on va parler du dernier indicateur, le TCPI, To Complete Performance Index, qui, une fois encore, se décline en deux sous-indicateurs, le TCPI des coûts et l'échéancier. C'est simplement le target, l'objectif de performance à atteindre pour terminer dans les temps et dans les délais. Pour moi, c'est un indicateur d'alerte. À partir d'un TCPI qui est inatteignable, vous savez que vous êtes en situation compliquée. Il faut faire asseoir tout le monde autour d'une table pour discuter. Slide suivante. Donc, moi, j'ai choisi de vous montrer que ce n'est pas des choses abstraites. Je vous ai présenté tout à l'heure la courbe de dépenses, la courbe en S, et vous constatez donc que tous les indicateurs qui sont présentés peuvent être lus, peuvent être déduits de la courbe, en fait. On a le actual cost, les coûts réels engrangés, on a les coûts planifiés, la earn value. Dans le cas d'espèce, la earn value n'est pas très bonne, elle est inférieure à la valeur planifiée et au coût réel. On a le budget at completion qui en fait est le budget du projet. On a l'estimation à l'achèvement et vous voyez que la différence entre les deux est matérialisée sous forme de risque. Ce n'est pas une certitude en fait. Vous pouvez prendre des dispositions et retrouver votre prévision initiale, qui est le BAC. Donc, ce gap-là, en fait, représente un risque que vous devez régulièrement analyser. Ce n'est pas un moment de temps en temps, vous le faites régulièrement, chaque mois, chaque semaine, tout dépend de vous. Mais la granulométrie habituelle en construction, suivant la taille ou la durée du projet, c'est le mois. Vous vous rendez également compte que le risque, il se matérialise à la fois sur l'axe des abscisses dans le temps, et sur l'axe des ordonnées dans les coûts. Donc, c'est vraiment on va dire une visualisation pour moi, visualisation du risque en fait. C'est très intéressant cette façon de représenter les notions qu'on vient d'aborder. Donc, sur la slide qui suit, là maintenant, on revient sur mon projet. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, on revient sur le projet de RIC et on se rend compte, on constate en fait qu'on est dans un cas réel et on a fait une estimation. Le projet, c'était à peu près sur 10 mois. Donc, vous dites ça, c'est pour faciliter la lecture du tableau. Donc, j'ai fait le calcul des 3 estimations à l'achèvement. Et vous voyez, par exemple, que dans le cas où le client, il a payé, il a un turnkey, il a payé un budget et il s'en fout de comment est-ce que vous exécutez. La performance, l'indice de performance des coûts donne l'impression que le budget sera inférieur
sera légèrement inférieur à ce qui a été planifié. L'estimation à l'achèvement, plutôt, excusez-moi, sera inférieure au budget. Dans le cas numéro 2, avec la performance, l'indice de performance des coûts, on a le même résultat. Par contre, dans le cas numéro 3, qui est, comme je l'explique, quelque chose de plutôt réaliste, on matérialise le retard de la SPI. Vous voyez, là, on a un dépassement du budget. Là, c'est une vraie alerte. Donc, moi, à titre personnel, c'est ce que j'utilise toujours. Donc, c'est une vraie alerte qui permet de dire, ah, là, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et on pose les bonnes questions, on échange avec les bonnes personnes, on prend les bonnes informations, on fait de bonnes analyses, en fait. Parce qu'au moins, on a reçu une alerte. Si on se limite au cas 1 et 2, il n'y a pas d'alerte, c'est bon. Tout est bon, je peux passer un bon week-end. Quatrième indicateur, en fait, sur ce tableau, c'est la même estimation, mais basée sur le temps. Vous vous rendez compte, en fait, que en utilisant la formule, je déduis qu'on a un glissement de 2,6 mois. Donc, le projet va prendre du retard. Et ça, c'est la SPI qui nous le dit, en fait. Et ça me permet donc de comprendre, en fait, qu'on a un TCPI côté délai qui est de 1,2, donc quasiment inaccessible sans faire exploser nos budgets, parce qu'on le verra plus tard. Il n'est pas possible d'augmenter la SPI sans impacter la CPI. Il n'est pas possible d'accélérer sans avoir un impact sur les coûts. Ça, on a parlé en gestion de projet de fast tracking et de crashing. Le fast tracking, c'est une mise en parallèle des activités et ça suppose d'augmenter la supervision, l'organisation. Donc, ça a un coût. Le crashing, c'est une augmentation des ressources. Ça a également un coût. Donc, si vous accélérez, il faut savoir que vous allez exploser votre budget. Donc, d'où l'intérêt dès le départ de mettre en place ces outils. On va en parler sûrement, mais il faut automatiser la collecte des données, le traitement, la mise en place du système dès le début. Ne pas attendre d'avoir les mains dans le cambouis ou la tête sous le guidon. Passe à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, pour moi, en fait, pourquoi la N-value? Parce que le management, c'est la décision. On peut faire des calculs d'ingénieur, on peut faire tout ce qu'on fait. Ce n'est que celui qui décide, en fait, qui avance. Et on décide parfois avec des informations insuffisantes, pardon. Mais il faut surtout s'assurer que les informations qui servent de support à notre décision soient au moins fiables. Au moins, vérifions la fiabilité. Passe à la slide suivante. À la slide suivante. Donc, puisque le manager s'est décidé, on va s'appuyer sur des informations de qualité. Et de mon expérience, hein, j'ai eu des situations où, petite expérience vécue, ouais, où un projet était bloqué parce que personne ne voulait prendre des décisions. Moi, j'étais juste un petit jeune ingénieur et le projet traînait en long. Le client n'agissait pas, l'entreprise n'agissait pas, l'ingénieur n'agissait pas. Et moi, j'étais frustré de rester assis à ne rien faire parce qu'il y avait un problème qui bloquait tout le monde, qui bloquait 2 à 3 entités et personne ne voulait agir. J'ai particulièrement, ça je peux en parler. Je me rappelle particulièrement d'une situation où l'entreprise de génie civil avait raté ses fondations et ça avait un impact sur la qualité des travaux de l'entreprise de mécanique. Moi, j'étais responsable mécanique, donc je prenais le relais à partir de la réception des fondations. Et là, on a été bloqué pendant, je crois, 2 mois, jusqu'au jour où je décide que j'en avais marre de rester au bureau à ne rien faire et je suis allé voir le conducteur des travaux de l'entreprise de génie civil et je lui ai dit, écoute, à ce rythme-ci, tout ce que vous allez faire, c'est perdre de l'argent. Vous avez une équipe, vous ne travaillez pas et vous avez un bâchage qui arrive. Moi, de mon côté, j'ai une entreprise qui va me faire un stand-by et m'envoyer une réclamation. Donc, ce que je propose, c'est tu me mets les gars à disposition. J'appelle le responsable de l'entreprise mécanique. Il prend des mesures, il te dit où est-ce que tu dois faire des corrections. Tu lui fournis corriger ça rapidement, ni vu ni connu. Et on fait juste un enregistrement du point de vue de la documentation. Donc, on fait les fiches de non-conformité et l'enregistrement de qualité. Tout ça a été fait. Le travail a été résolu. D'un côté, on n'a pas reçu la demande d'extension de l'entreprise de mécanique. Et de l'autre côté, j'ai reçu une certaine considération de ce compteur des travaux qui fait que plus tard, quand j'étais dans la situation inverse où c'est plutôt le mécanicien qui impactait le génie civil, l'approche était différente. Donc, il y a des actions correctives sur la base des indicateurs qu'on peut rapidement mener. On peut se retrouver dans une situation où il faut augmenter les ressources sur le chemin critique parce que là, dans mon exemple précédent, on a 2 mois de retard. Il faut avancer.
On peut se retrouver dans une situation où il faut augmenter le budget, on n'a rien à faire, on n'a pas le choix. C'est un risque, mais il faut aller négocier avec les décideurs. Vous êtes peut-être allé déjà 4 fois en comité de pilotage, vous avez demandé une augmentation de budget. Mais de toute façon, si le projet n'est pas terminé, il n'y a pas de bénéfice. Donc, ayons le courage d'aller dire oui, voilà la situation dans laquelle on est. On n'a pas le choix, mais il faut qu'on avance. On peut aussi avoir à changer l'équipe de projet. On peut décider de mettre en régie l'entreprise, le contractant. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Moi, ça c'est arrivé. On construisait une centrale thermique et l'entreprise en charge des travaux a fait faillite. On a fait faillite, en fait. On a dit, est-ce qu'on repasse l'appel d'offres? Est-ce qu'on resélectionne une nouvelle entreprise? Ou est-ce qu'on profite du personnel qui est là, qui veut travailler? Qui dit faillite dit perte d'emploi. Eux, ils veulent travailler. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on fournisse le matériel et qu'on supervise. Donc, on a choisi l'option là. On a signé un accord avec l'entreprise et le projet a été exécuté sans problème. Et c'est un exemple, c'est des exemples qui existent en fait. C'est des exemples qui existent. Il faut toujours le faire. Il faut toujours y penser. Donc, le dernier point qui fait toujours référence au PM Box, c'est là, on a constaté qu'on était peut-être en train d'exploser le budget. On constate qu'on est peut-être en train d'exploser les délais. Peut-être qu'il faut juste s'asseoir autour d'une table et changer de stratégie, changer de solution. C'est tout simplement. On s'est dit, bon, comment est-ce que j'avance là maintenant? Petit cas vécu, il y avait une entreprise qui était arrivée sur le projet, qui venait de l'étranger et qui nous coûtait 400 000 € tous les 3 mois. Donc, moi, j'ai bêtement, idiotement, parce que c'est très jeune, j'ai dit, ça coûte cher, moi, je ne veux plus. J'ai dit, moi, je ne peux pas signer. Et puis, on n'en avait pas. On n'avait pas de remplaçant au Cameroun. Mais ça, je n'avais pas pris la peine de faire mon analyse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à passer des coups de fil et gloire à Dieu, au Nigeria, on avait un sous-traitant, on avait la possibilité de faire le travail avec une entreprise qui était 4 fois moins chère. Je n'ai pas perdu mon boulot parce qu'au moins, j'ai pu trouver une solution après, mais c'était très risqué ce que j'avais fait. Passe à la slide suivante, s'il te plaît. Ici, c'est une notion qui est très intéressante, que j'ai découverte assez récemment quand même. C'est la notion de la stabilité de l'indice des performances des coûts. C'est une notion qui pour moi, devrait servir d'alerte à chaque fois. Parce qu'elle est pourtant vieille. Hein, c'est une étude qui a été faite par le major, le commandant Kirk Payne, en 1990, sur sa thèse, dans sa thèse Master en Sciences, Master of Science. Et qui en fait est simplement une étude pour corroborer un fait empirique. À partir d'un certain moment dans l'exécution du projet, à partir d'un certain avancement, la CPI commence à être stable. L'indice de performance des coûts commence à être stable. Parce que il est possible de détecter qu'un entrepreneur est en difficulté. Donc, à 20% d'avancement du projet, si l'entrepreneur est en difficulté, la probabilité que ça s'améliore comme ça d'un coup de baguette magique est impossible. Vous pouvez déjà savoir qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce que son analyse a dit, ou alors ces mesures empiriques ont dit, c'est qu'à partir de 20%, on peut commencer à faire des prévisions. 20% d'avancement du projet, on peut commencer à faire des prévisions. Mais à partir de 50% d'avancement du projet, vous êtes presque sûr que la CPI finale, la CPI cumulée finale, donc vous calculez, vous travaillez plus sur la base des valeurs cumulées globales du projet et pas la CPI des activités. Mais la CPI globale ne va pas varier de plus de 10%. Et il a montré sur tous les programmes militaires qu'il a analysés qu'en réalité, c'est ça se vérifier. On va difficilement varier de plus de 10%. Et rendez-vous compte, 10%, c'est sur une CPI de 1. 10%, ça veut dire qu'on va finir soit à 1,1, soit à 0,9. Ça veut simplement dire que c'est une très petite marge. Ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est une mesure qui est pour moi très intéressante, très importante. Je vais vous donner la référence de cette thèse-là. Je pourrais la partager avec Michael, qui mettra à disposition des membres du PMI. Mais passe à la slide suivante, s'il te plaît. Encore. Alors, je voulais, avant de continuer, vous poser des questions. Juste pour votre réflexion. C'est vrai que ce n'est pas un échange, ce n'est pas un cours. Pour vous, à votre avis, est-ce que votre position, la position que vous pouvez avoir dans un projet de construction, dans l'organisation du projet, pourrait avoir un impact sur la façon dont vous utiliserez ces indicateurs et sur la façon dont
vous allez les analyser. Ça, c'est la première question à laquelle il faut réfléchir. Et ensuite, la deuxième, qui est en fait, qui a pour origine un petit malentendu que j'ai eu récemment avec certains de mes collègues, c'est l'avance de démarrage. Clairement, c'est une avance de trésorerie. Mais pour vous, est-ce que c'est une dépense qui doit être intégrée dans les coûts réels? Donc, j'aimerais vraiment que vous preniez 2 secondes, 2 à 3 secondes pour réfléchir à cela. OK, tu passes à la slide suivante, Michael, s'il te plaît. Bon, pour moi, en fait, la position dans le contrat, la position contractuelle, la position dans l'organisation a une influence claire sur la façon dont vous allez utiliser la Earned Value Management. Parce que suivant les dispositions contractuelles, vous pouvez dans une approche, on dit quoi? Design build. Ça, c'est un type de contrat design build. Vous êtes en charge de tout. Donc, pour vous, c'est facile de réaliser ces calculs. Et vous le réalisez pour vous, vous qui êtes l'entrepreneur. Mais le client réalise peut-être ça différemment. Peut-être qu'il a d'autres coûts annexes qui ne vous sont pas imputés. Par contre, si je suis en cause reimbursable, moi, du point de vue client, je suis en situation dangereuse. L'entrepreneur a tout intérêt à tout facturer pour se faire rembourser en y ajoutant simplement ses profits. Mais en réalité, on sait tous que dans ce type de situation contractuelle, l'entrepreneur est toujours en train de faire des réclamations. Donc, pour moi, en tant que client, utiliser le CPI me permet en fait de mesurer, de contrôler l'entreprise et de mesurer le risque que j'ai pris en signant ce type de contrat. Du point de vue de l'entrepreneur, ça peut lui permettre également de voir s'il fait du profit ou pas. Donc, il y a un ensemble de paramètres, en fait, que vous pouvez utiliser, parce que ce n'est qu'un webinaire pour vous présenter une méthode. Mais derrière, il y a beaucoup de travail que vous aurez à faire pour implémenter cela. Donc, ça ce n'est qu'une, comment je vais dire, c'est un grain, c'est de l'eau jetée à la mer pour que vous puissiez développer la réflexion et voir comment l'implémenter sur vos projets à vous. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, moi, ce que je présente là, ça c'est mon avis personnel, hein. C'est que l'avance de démarrage, en fait, pour moi, doit être intégré au calcul des coûts. Mécanisme de financement de l'entreprise. OK, on est tous d'accord. Ce n'est qu'un mécanisme pour donner de la trésorerie à une entreprise. Mais si on y pense bien, on ne donne pas ça à n'importe quelle entreprise. Il y a une sélection préalable qui est faite. Ce n'est pas un cadeau pour qu'on a acheté un jet privé ou bien aller passer les vacances dans un yacht. Non. C'est pour que le projet soit réalisé. Donc, l'entreprise, le client qui donne une avance de démarrage, il avance cette trésorerie parce qu'il sait que cet argent sera utilisé sur son projet. Il sait également qu'il a choisi une entreprise qui avait le minimum requis pour exécuter ses projets. C'est pour ça qu'on demande souvent dans les grands contrats, on demande un planning, on demande une équipe, il y a des CV, il y a un minimum de qualifications. Il faut prouver qu'on a réalisé des projets similaires au cours des 10, 15, 20 dernières années. Donc, pour moi, de façon intuitive, il faut intégrer le calcul de l'avancement. Et moi, j'ai fait un constat empirique, et j'insiste sur le mot empirique, j'ai fait un constat qui est que si vous avez une avance de démarrage de 20%, à 20% d'avancement, votre CPI va tendre vers 1. Ça, j'ai fait ce constat-là. Et ça c'est clair, quoi. Donc, il faut commencer, ça, c'est des choses, en fait, qui... Parce que quand il dit CPI, c'est que CPI, ce n'est pas la dépense du client seulement. C'est que si je vais du côté de l'entreprise et que je fais la mesure de sa facturation, à 20% d'avancement physique, vous vous rendrez compte que le CPI, côté client, tend aussi vers 1. Donc, si le projet est géré normalement, bien sûr, ça, c'est une hypothèse. Ça, ce sont mes hypothèses à moi. Slide suivante. Oui, encore. Alors, Michael, je ne sais pas, il me reste combien de minutes? Une quinzaine. Oh. Bon, on va aller donc très rapidement. Il faut aussi savoir qu'on n'applique pas la valeur acquise, la gestion de la valeur acquise sur tous les projets. Il faut d'abord que ce soit un projet. Donc, il faut des objectifs clairs, il faut des livrables tangibles, il faut une entité structurée. Bref, il faut une organisation préalable. Et moi, je vous invite à vous référer au PMBOK pour cela. Et la version en cours, là, elle est très bien développée. Donc, je vous invite à vous référer au PMBOK pour voir globalement qu'est-ce qu'il faut, quelle organisation et comment mettre
comment mettre en place une organisation qui peut supporter la Earned Value Management. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Moi, j'ai personnellement une méthodologie en 6 étapes. Comme vous voyez, je définis les objectifs à mon projet, je décompose le WBS, qui pour moi est l'élément central du système de gestion d'un projet et donc forcément du calcul de la Earned Value. Après, on développe le projet, on en fait un planning de référence, un planning initial de référence. On met en place un système des données. Ensuite, on fait les mesures de performance et on calcule les indicateurs et on fait les analyses en fait. Slide suivante. Donc ici, on a parlé, j'ai déjà développé dessus. On parle notamment de la charte de projet, la définition des objectifs. Et il ne faut pas oublier que vous ne pouvez rien faire si vous ne motivez pas votre direction à vous suivre. Donc, il faut vraiment travailler sur le plan d'engagement des parties prenantes pour s'assurer de l'adhésion du top management. Slide suivante. Pardon. Donc, à l'étape 2, on parle du WBS. Pour moi, c'est l'élément central parce que dans le standard WBS du PMI, vous allez entendre parler de cost of account, vous allez entendre parler de la nomenclature de WBS. C'est à ce niveau qu'on fait la répartition du bordereau des prix. Donc, il est important de développer une structure de découpage des projets qui reprennent toutes les activités, qui permettent en fait d'avoir des work packages qui englobent toutes les activités du contrat, qui permettent d'affecter tous les items du bordereau de prix parce qu'on calcule la valeur acquise à partir des items du bordereau de prix. Slide suivante. À l'issue du développement de la décomposition du WBS, on prépare un planning et sur la base de ce planning, on fait un baseline review, une acceptation par le client fait de cette baseline, en fait, la baseline de référence du projet. Donc là, je vous montre un exemple sur un projet qui date d'avril 2020 où vous allez, c'est pas très lisible forcément, mais vous allez voir qu'il y a des dates de référence, il y a un avancement physique, il y a la performance qui est calculée, il y a le budget de l'activité et il y a la valeur acquise en fait. Et vous constatez qu'on a un glissement de plusieurs mois sur les activités de fixation, de livraison des accessoires, de fixation des câbles. En fait, c'est un peu l'impact Covid. C'est un peu l'impact Covid sur nos travaux. Mais ça, par contre, vous voyez, sur mon planning de référence, je peux faire ce type d'analyse-là. Va à la slide suivante, s'il te plaît. Michael, slide suivante. Voilà. Sans les données, vous n'êtes qu'une personne avec des opinions. Hein. Sans données, quelle que soit votre argumentation, ça reste une opinion, ça reste qu'un avis. C'est les données en fait qui rendent factuelle votre argumentation. Donc pour moi, la collecte des données est une étape cruciale dans votre système. Il faut déjà identifier les sources des données que vous allez utiliser et mettre en place un plan de collecte des données. Vous devez mettre en place des procédures claires, mettre en place des outils du type SAP, Odoo, mettre les ERP en place et vraiment, il faut caler une procédure pour collecter les données. Parce qu'elles viennent de partout. Elles viennent du chantier, elles viennent du HSE sur le chantier, elles viennent du pointeur, elles viennent de l'entreprise. Il faut les collecter et ensuite les traiter. À la slide suivante. Parce qu'en fait, les données ont un impact décisif sur la qualité de la décision que vous allez prendre. Si je prends le cas d'un immeuble de construction résidentielle, vous vous rendez compte que si vous ne collectez pas les données, si vous n'avez pas de système en place, vous n'allez pas savoir si votre coût de main-d'œuvre n'est pas plus cher que ce que vous aviez prévu, par exemple. Si vous n'avez pas de système de collecte des données, vous n'allez pas pouvoir mesurer l'impact des conditions météorologiques défavorables sur un chantier. Parce qu'en fait, un stand-by génère forcément un impact financier. Si vous avez mis en place un système qui vous permet de collecter et de traiter ces données-là, vous allez forcément pouvoir faire la répercussion financière à qui de droit. Et donc, ma recommandation, qui est personnelle une fois encore, c'est de travailler en début du projet. Il ne faut pas dormir en début du projet, mais pas pour réaliser le projet, pour préparer les outils. Il faut automatiser la collecte des données.
Il faut préparer ces outils, ces indicateurs, ces tableaux de bord. Donc, tout se fait en début de projet. Une fois que le projet est lancé, vous n'aurez plus le temps. Vous n'aurez vraiment plus le temps. Passons à l'étape 5. Donc, à l'étape 5, on parle du pourcentage d'avancement qui, pour moi, est le paramètre pivot parce que ça détermine le montant de la facturation. Et pour le client, c'est la mesure de ce qu'il reçoit comme valeur. Il faut jamais oublier qu'un avancement est lié à une date, toujours lié à la date d'état. Je suis à 50% d'avancement au 20 avril 2024. C'est toujours une date. Et la méthodologie qui est simple, qui est applicable, c'est de ne pas mettre un pourcentage d'avancement à l'activité. Il ne faut pas le faire parce que ce n'est qu'une estimation, c'est un jugement d'expert qui peut être incorrect. Par contre, il est plus facile pour vous de savoir le temps écoulé, le délai écoulé, et de savoir ce qui vous reste comme temps pour réaliser les travaux. On sait tout ça. J'ai 2 jours sur mon rapport, il me reste encore 3 parce que je finis par comprendre comment est-ce que je vais le faire, ce rapport-là. Et donc, vous calculez l'avancement sur cette base-là, durée écoulée divisée par la durée écoulée plus la durée restante. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, parler de la méthode d'avancement de l'activité, parce que l'avancement, on va au niveau, c'est bottom-up. On calcule l'avancement des activités individuelles et après, on fait la pondération pour obtenir un avancement de projet. Donc, il existe 6 méthodes de base et les méthodes assez usuelles, c'est les méthodes unitaires. Par exemple, la mesure unitaire, j'ai fabriqué 2 plots béton sur 7. Voilà, j'ai donc 2 sur 7. Après, il y a les jalons incrémentiels, surtout pour les activités d'ingénierie. On définit des phases de soumission, approbation avec commentaire du document, validation, revue. Vous mettez des jalons parce que vous ne pourrez jamais, tous les documents ne sont pas pareils et ne demandent pas le même niveau d'effort. Mais au moins, vous avez défini des jalons incrémentiels qui vous donnent un avancement à chaque fois que vous franchissez cette étape-là. Vous pouvez décider pour certaines activités de prendre du début à fin. Tant qu'on n'a pas démarré, par exemple, l'inspection d'une cuve, on a 0%. Dès qu'on ouvre la cuve, on commence l'inspection, on est directement à 100%, même si le rapport n'est pas soumis. On peut être dans des cas d'évaluation observationnelle ou alors au niveau d'effort. C'est une activité de gestion de projet. Il faut bien mesurer son avancement. Mais concrètement, comment mesurer l'activité du chef de projet? Ce n'est que le niveau d'effort, en fait. Et après, il y a un système qui est plus complexe qu'on verra. Par exemple, en raffinerie, on calculait, j'ai fait un truc similaire quand on construisait le four de distillation sous vide, en fait, et le four de distillation du reformage catalytique. Donc, un four, c'est des fondations, une zone de radiation, c'est radiation parce que c'est de la flamme nue. C'est une zone de radiation qui monte, je crois, souvent à 450 degrés. Après, il y a une zone de convection où les gaz chauds entrent en convection avec le fluide, le pétrole, le mélange, en fait, on veut réchauffer. Et les gaz d'échappement, le stack, servent à d'autres, c'est un peu une autre zone de convection qui sert en fait à l'efficacité thermique. Donc, pour quelqu'un qui veut mesurer l'avancement de toute cette structure, il va falloir trouver un paramètre, un point commun et l'appliquer à chaque élément de ce sous-ensemble pour pouvoir obtenir l'avancement global de tout ce sous-ensemble-là. De tout cet ensemble, pardon. On part du sous-ensemble à l'ensemble. Slide suivante. Donc ici, je vous montre un exemple. J'ai parlé, c'est peut-être pas très lisible, mais vous voyez le cas d'une feuille d'avancement que j'ai développée. Ça, c'était au Bénin. J'ai développé pour suivre les activités d'ingénierie. Donc, il y avait chaque étape. À chaque étape, pour moi, chaque étape, c'était style début-fin. Donc, quand tu atteins l'étape, c'est 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Comme ça, on ne perd pas de temps pour une activité. Parce que commencer à pinailler sur 25, 35, il vaut mieux définir des trucs clairs. On a ça ou c'est pas ça. Donc, moi, ça, c'est la méthode du jalon incrémentiel qui me permet de calculer l'avancement de l'ingénierie et de l'activité. Par contre, en bas, ça, c'est les activités de construction. On devait creuser des tranchées. Voilà. Et les tranchées de la slide précédente nous permettent en fait de faire une agrégation ici en unité équivalente. Oui, voilà. Ici, on a la mesure unitaire en construction. Maintenant, tu vas sur la slide suivante. Maintenant, quand tu as cet avancement unitaire, tu te retrouves à un niveau équivalent parce que moi, j'ai les avancements de la tranchée, des chambres de jonction, des forages, des bâtiments. Et tout ça me permet en fait de calculer l'avancement global niveau construction. Donc, en fait, je me retrouve là sur un principe
où j'ai imbriqué plusieurs méthodologies pour obtenir à la fin quelque chose de global qui permet de mesurer un système à partir d'une série de sous-ensembles. On passe à la slide suivante. Donc, le tableau précédent nous permet de directement d'embrayer sur ce qu'on appelle une courbe en S. Vous voyez, à partir de cet avancement-là, je tombe sur la courbe en S, qui est aussi un indicateur très, très important. Si vous lisez ce graphique, vous voyez que la courbe en orange, en fait, c'était la référence initiale. Là, on est en 2020. On démarre le projet un mois avant Covid, 1 ou 2 mois avant Covid. Donc, on a la courbe initiale qui est prévue en construction. Et puis, rien qu'à partir de cette courbe, vous voyez des incohérences. Moi, j'appelais ça incohérence. Vous voyez qu'il y a un trou là à partir de juin. Et vous voyez qu'il y a un décrochage qui commence en octobre. Ensuite, on a une nouvelle baseline et il y a quand même encore un décrochage en juin. Alors, c'est très simple. Hein? Je n'ai pas pu représenter pour éviter que ce soit touffu, mais c'est parce que c'est une extraction. Je n'ai pas eu le temps de travailler dessus. Vous auriez vu probablement ce qui était planifié avant. En fait, ce trou-là, il est lié au confinement qui a commencé là où je travaillais beaucoup plus tard. Donc, le confinement a créé un trou dans l'organisation qui se matérialise sur ce replanifié. Et vous voyez qu'il y a un trou, il y a vraiment un trou, tout est arrêté. Et puis, à partir d'octobre, on sent un décrochage. Mais nous, on avait anticipé, on a donc préparé une notice de changement à l'adresse du client. Et qu'est-ce que le client il dit? Client, allez-y, prend du temps, mais nous, on continue d'avancer. Et si vous vous rendez compte, vous voyez, j'ai mis là 3 mois de retard. C'est qu'à partir de mars 2021, parce que comment est-ce qu'on lit cette courbe-là? Vous prenez la valeur de l'avancement cumulé, vous tirez un trait, vous voyez la variance des délais. Donc, vous savez que j'aurais dû être à 60% sur le baseline à telle date. Ça aurait dû être en janvier 2021 dans mon cas ici. Mais là, on est arrivé à cette valeur à telle autre date. Donc, ça pose un problème. Ça, je pense qu'on était aux alentours de 40% d'avancement. Il ne faut pas lire 60%, hein, lisez plutôt qu'à partir de 40%. Vous verrez en fait qu'en mars, on avait un retard de 3 mois déjà. Mais nous, on avait anticipé, on avait fait une demande d'extension des délais. Mais même quand on a fait cette demande d'extension des délais, le Covid a perturbé les approvisionnements. Donc, la logistique mondiale avait été perturbée. Donc, les équipements que nous attendions courant juin 2021, donc plus d'1 an après le projet, ont commencé à prendre du retard. Et donc, vous voyez, un seul événement qui s'est produit plus de 12 mois avant continue d'avoir un impact sur votre projet. Donc, si vous n'avez pas cette méthodologie prospective dans vos analyses, vous allez juste constater les dégâts. Slide suivante. Donc, là, maintenant, ça fait qu'on peut faire une représentation globale. Donc, on communique, on fait une analyse simple, mais d'un point de vue global, quand on va en comité de pilotage, en comité de direction, où vous vous présentez et vous développez. Là, ce n'est peut-être pas la N-value, mais c'est toujours associé à la N-value. Donc, vous faites cette présentation et vous faites une analyse à la slide suivante. Donc, tu passes à la slide suivante. Vous faites une analyse comme celle-là, par domaine d'activité globale, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le plan d'action, de façon à pouvoir expliquer ce que vous comptez mettre en œuvre. Globalement, ce n'est pas le contrôleur de projet qui fait, c'est le chef de projet, mais moi, j'apporte les éléments parce que je sais que plus tard, quand je serai à cette position, je connaîtrai l'importance d'avoir un contrôleur de projet de qualité à mes côtés. Donc, on passe à la slide suivante. Donc, une fois que ça c'est fait, on revient à notre earn value. Il faut calculer les indicateurs de la gestion de la valeur acquise. On a parlé de sa valeur acquise, coût réel, indice de performance. Il faut calculer les indicateurs de prévision, les estimations d'achèvement, délai, temps et performance. Pensez à la CPI cumulée, parce que c'est elle qui vous permet, à partir d'un certain pourcentage d'avancement, de savoir si c'est stable, si la performance est stable ou pas. Après, il faut faire des analyses de variance. Bon, je n'en ai pas parlé parce que ce n'était pas très important dans le fil conducteur, mais il faut savoir que l'analyse que j'ai faite sur la courbe en S, par exemple, vous montre que j'ai analysé la variance de mon projet. Il y a un retard de 3 mois, il faut prendre des décisions, il faut demander une extension des délais. Il faut aussi une analyse de la variance des coûts. Et on prépare un tableau de bord. Le tableau de bord est maintenant sur la slide suivante. Donc, vous préparez un tableau de bord comme ça. Le seul tableau de bord que j'ai, je ne peux pas le présenter parce que c'est sur le projet en cours. Et je pense qu'il y a quand même un minimum de non-disclosure agreement. Donc voilà, vous faites un tableau. Il n'a pas besoin d'être compliqué. Moi, je trouve les tableaux, même celui-ci, je le trouve très compliqué. Il faut savoir ce que le management veut comme information. Généralement, c'est combien je dépense. Est-ce qu'on a en avance? Est-ce qu'on a fini dans les temps? Quelles sont les ressources qu'on utilise? Quels sont les problèmes? Soyez spécifique. Ça ne sert à rien de tout mettre et personne ne sait lire. Très synthétique. Choisissez
mettez des couleurs, qu'on se rende compte que, ah là, il y a un problème. Voilà, par exemple, en haut à droite, moi, je parle déjà de tout ce qui est santé et sécurité. Donc, rapidement, donner l'information qu'il faut pour qu'on puisse, avec une feuille, dire, ah là, c'est bon, ah non, là, ça ne va pas. Donc, on passe à la slide suivante, qui en fait est la conclusion de ma présentation. Continue. Donc, pour moi, c'est un outil qui est très fiable. La gestion de la valeur acquise est un outil très fiable parce que pouvoir mesurer la performance de l'équipe, pouvoir prédire le futur, parce qu'on dit, quand on dit prédire, c'est si vous ne menez pas d'action, si vous n'entamez aucune action, vous êtes sûr de ce qui va arriver. Celui qui ne va pas au champ, qui ne sème pas ou ne laboure pas son champ ne fera pas de récolte. Ça, c'est sûr. Hein? Donc, pouvoir prédire le futur permet d'essayer d'influencer sur les résultats finaux. Donc, pour moi, c'est une méthode on a calculé, on a dit à partir des années 67 qu'on a commencé à standardiser. Donc, vous voyez, c'est une méthode qui a passé l'épreuve du temps. Elle résiste et elle reste très utilisée dans le monde. Mais chez nous, c'est encore à ses débuts. Et pourtant, on est dans une région du monde qui est en construction. Il y a des infrastructures de construction, des constructions d'infrastructures partout. On n'a qu'à voir le Sénégal, le Bénin, tous les pays en fait. Et donc, pouvoir utiliser un tel outil permet d'optimiser les ressources financières parce que l'Afrique, on sait qu'on n'a pas les ressources financières. Donc, il faut pouvoir optimiser nos ressources financières. Et puis, nous, en tant que gestionnaire de projet, en fait, en développant ce type d'outils, forcément, on va réussir à infuser cela dans nos équipes. Forcément, ça devient on va dire une habitude. J'ai l'habitude de dire que j'admire souvent, j'ai travaillé dans certains systèmes américains, et j'admire en fait ces gens pas ces gens, les gens avec qui j'ai travaillé parce que même sans connaître le PMP, sans connaître les méthodologies de gestion de projet, arrivent à être organisés parce que simplement l'environnement est organisé. Ils travaillent comme ça, ils sont avec des parents ingénieurs qui inculquent des valeurs. Donc, moi, j'ai voulu vraiment parler de ce sujet et je vais finir en vous faisant un jeu de questions-réponses. Je vous affiche le jeu de questions-réponses, en fait, pour expliquer concrètement, si on vous pose la question, pourquoi est-ce que je vais mettre ça en place? Donc, il y a des questions simples, en fait, qui arrivent. On te pose la question, comment est-ce qu'on se débrouille par rapport au planning des références? On va directement calculer la variance de planning. On dit, voilà ce que représente financièrement notre retard. Donc, faites attention. Et ça, c'est très, très parlant quand on fait des prévisions financières. Il faut pouvoir réaliser que cette variance-là peut être un impact sur l'image qu'on donne auprès des financiers. Après, quel sera le coût final du projet? On est hésitant. Avec tous ces retards-là, est-ce qu'on n'est pas en danger? On calcule l'estimation à l'achèvement. Mais qu'est-ce qui reste de notre budget? Sachant que qu'est-ce qui reste dans le budget, ce n'est pas ce qu'il y a dans le compte, en fait. C'est les dépenses non facturées. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le compte. En réalité, l'entreprise a déjà exécuté des travaux, donc il faut déjà savoir ce qui va rester. Donc, vous calculez la variance, ce n'est pas vraiment la variance de coût, c'est un typo qu'on va corriger. Si vous allez calculer la variance à l'achèvement, par exemple, vous allez voir, ouais, bon, ça peut aussi être utilisé. Est-ce que l'équipe est performante dans l'exécution du projet? Est-ce que c'est une entreprise qui est performante? On calcule sa SPI. Quel devrait être le niveau d'efficacité ciblé? On calcule le TCPI. Donc, en fait, les outils sont là. C'est à vous de vous documenter, de les intégrer et de les utiliser. Donc, sur la slide, la dernière, qui est vraiment la dernière, j'ai mis quelques références, les références que j'utilise habituellement. Voilà. Ah oui, c'était pas affiché. Comment ça? La slide est masquée, en fait. Tu peux, oui, Ok. peut-être ça en mode sympa de diaporama. Mais bon, vous avez les références que j'ai utilisées et que j'utilise habituellement. Je les utilise depuis très longtemps, en fait. Donc voilà, j'ai essayé d'être bref sur un sujet qui est très vaste. On dit souvent que utiliser la gestion de la valeur acquise dans un projet, c'est un peu comme piloter le projet avec les yeux ouverts, parce qu'on arrive à prendre des décisions éclairées. Voilà, merci. Merci Stéphane. Je pense que j'essaie d'afficher la slide qui Oui. permettrait de pouvoir avoir aussi des références. C'est assez important. Je te laisse documenter rapidement. Après, on Voilà. pourra passer à une série de questions-réponses. Voilà, moi j'utilise le premier, en fait, c'est la thèse du commandant Payne.
qui est très détaillée, qui parle, comme je dis, je vais te l'envoyer, Michael. Elle est très détaillée, elle parle de la performance, de la stabilité de l'indice de performance cumulée des coûts. C'est très intéressant. Sincèrement, la lecture en fait est fluide. Il y a beaucoup de graphiques. Ça permet de réaliser qu'en fait que cette étude d'un concept empirique peut nous être utile en Afrique. Après, il y a une étude d'un projet réalisé au Brésil qui a justement choisi d'utiliser la N-value pour communiquer. Et étant donné que le projet a été un succès, ils ont préparé une thèse dessus qu'ils ont partagé. C'est un document de 3 ou 4 pages. Après, il y a un document également, là, Using Value as a Project Manager Guide. Un document que moi, je connais depuis au moins 20 ans, depuis au moins 2005. Donc, il est très intéressant lui aussi. Et après, vous avez le standard du PMI. Accessoirement, pour ceux qui font vraiment du contrôle de projet, il y a le Delay Analysis in Contract Construction. Ça vous permet de comprendre pourquoi les indicateurs peuvent vous être utiles lorsqu'on va passer en phase de litigation, c'est quoi? Lorsqu'on va passer en contentieux, ça peut vous être utile d'avoir un tableau de bord que vous archivez régulièrement parce que vous pourrez défendre vos positions, en fait. Donc, ça, c'est les références que j'ai utilisées pour préparer la présentation. Mais dans mon métier, je les ai toujours apportées de main. J'ai un dossier ressources dans mon ordinateur. Et je fais toujours, pour moi, on commence par le travail sans préparer une procédure. Faites une procédure, vous l'archivez. Le jour où vous avez un doute sur la façon d'exécuter votre travail, vous l'ouvrez, vous parcourez. Ça peut être une procédure d'une page, d'un paragraphe même. Mais au moins, vous savez comment vous avez prévu. Parce que souvent, l'erreur, comme je dis souvent en famille, quand vous avez décidé de faire quelque chose et que vous y avez vraiment réfléchi, ne changez pas d'avis simplement parce qu'on vous a dit. Restez sur votre procédure. Et voilà, c'est pourquoi. C'est tout. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette merveilleuse présentation. Je pense qu'on a été énormément enrichis. On va peut-être passer à une série de questions-réponses par rapport à cette présentation. Je pense que l'équipe Haïti a eu à mettre aussi le lien qui permet de d'évaluer également ce webinaire, mais aussi de donner des informations vous permettant de pouvoir bénéficier des PDUs. Vous bénéficierez de 1,5 PDU si vous êtes membre du PMI Sénégal. Alors, je crois que quelqu'un a levé la main. On va lui donner la parole. Ton micro est coupé, hein? Bon, je me permets de te tutoyer, excuse-moi. Il peut ouvrir son micro et poser sa question. C'est Hervé? Hervé, Ah oui, ça c'est pas. En fait. Hervé, tu peux ouvrir le micro. Peut-être qu'il n'arrive pas à le désactiver. Est-ce que tu pourrais l'ouvrir pour lui? Je peux pas, je peux juste lui donner la possibilité d'activer ou non. Là, normalement, c'est lui qui doit désactiver ou activer son micro. Sinon, Ibrahim s'il peut ouvrir son micro et poser la question, le temps qu'Hervé puisse remédier à cela. Oui, Vas-y, bonjour. Ibrahim. Bonjour, Ibrahim. Bonjour, oui. Je salue déjà toute l'équipe. Donc, en tout cas, je remercie beaucoup quand même pour cette présentation brillante et claire. Moi, je pense que, à mon avis, je n'ai même pas pratiquement de questions, sinon être documenté par rapport à cette gestion de cette valeur acquise là ou dont la présentation a été très très claire et très avec concret, parce que moi je suis mathématicien de formation après que j'ai fait l'ingénierie en génie civil. Donc, pour montrer comment vraiment ça a été vraiment pertinent avec des chiffres, avec des explications, et aussi avec une maîtrise. En tout cas, vraiment, moi, je suis sur un commentaire à faire en ce sens. Et comme il l'a dit à la fin, malheureusement, en Afrique, on est en construction et on doit utiliser ces outils-là qui sont utilisés depuis presque 50 ans ou bien plus. Donc, vraiment, si on peut voir comment légiférer, comment mettre dans les cahiers de charges, comment vraiment à ce que nos constructions-là puissent sortir de terre et ces retards qu'on voit en Afrique, vraiment avec des projets qui durent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et qu'on dépasse vraiment ça. En tout cas, c'est vraiment ça. Comment implémenter ça? Voilà pratiquement quelques commentaires que je voulais ajouter. Et sinon, vous féliciter. Et aussi, je suis prêt vraiment à intégrer l'équipe PMI Sénégal. Malheureusement, je n'ai pas encore réussi la certification à quelle sorte. Je pense que je l'ai tenté il y a 5 ans, et ainsi de suite. Merci encore une fois et je salue vraiment tout le monde. Je m'excuse.
D'accord. Merci beaucoup, Ibrahima. Alors, je permets en même temps de lever cet équivoque. Vous n'avez pas besoin d'être membre, d'être certifié PMP ou toute autre certification du PMI pour devenir membre d'un chapitre. C'est totalement dissocié. Vous pouvez devenir membre sans être certifié PMP, CAPM, DSM ou toute autre certification que le PMI vous met à disposition. L'avantage, lorsque vous êtes membre du PMI et que vous voulez maintenant passer des certifications, vous avez des prix préférentiels, vous avez un réseautage, vous avez la possibilité de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans le même domaine qu'est la gestion de projet comme vous. Et ça vous permet vraiment de pouvoir mieux vous préparer également aussi pour une certification du PMI. Donc, ce sera avec plaisir que nous pourrons vous accompagner si vous voulez adhérer au niveau du chapitre PMI Sénégal. Et merci encore pour cette réaction à chaud concernant le thème qui a été abordé. On a Hervé et Fabrice. Fabrice, tu peux ouvrir le micro, poser ta question. Hervé, je ne sais pas si tu peux le faire à ton niveau aussi. OK, Fabrice. Oui, bonjour à tout le monde et merci pour la présentation. Je l'ai pris en cours. Ben voilà, je ne peux que dire brillante présentation avec des exemples à l'appui. Surtout lorsque ça part du vécu, c'est toujours quelque chose de plus intéressant. En fait, je n'ai pas véritablement de questions. Ce que je vais juste dire aux uns et aux autres, c'est que voilà. La N-Value Analysis, c'est quelque chose qui est très, très important dans la gestion de grands projets, surtout. Mais par-dessus tout, je voudrais également encourager les uns et les autres à se mettre à l'anglais parce que les véritables documents qui parlent de management de projet ne sont pas toujours faciles à trouver en version française. Si oui, dans des termes que vous pouvez maîtriser seulement dans l'utilisation locale. Mais quand ça concerne déjà des projets qui doivent prendre certaines envergures, vous êtes obligé de dealer avec l'anglais et ça ne va pas d'un claquement de doigts. Donc, c'est ce que je voulais dire ou alors ajouter à ce niveau-là. Mais merci encore pour la présentation et merci d'avoir pointé au rouge cet outil de travail-là. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Makumba a levé la main. On va lui donner la parole. Après, Makumba se rouler. Bonjour, Michael. Tu me reçois bien? Oui, oui. Bien. Donc, tout d'abord, on remercie vraiment le présentateur pour cette ce brillant exposé. Bon, moi, je me suis permis personnellement de diffuser même cette invitation au sein de notre groupe d'ingénieurs génie civil de l'École supérieure polytechnique. Je pense Ibrahima Kamara en fait partie, qui a intervenu, juste pour montrer l'importance un peu de ce sujet. Et éventuellement, moi, peut-être sur les perspectives, parce que, et c'est moi, j'ai fait le PMICP, donc j'ai fait, c'est la construction professionnelle du PMI, qui entre plus dans les détails sur le earned value management du point de vue de la construction. Parce que le earned value, au-delà de la construction, peut être aussi utilisé dans d'autres projets. Mais spécifiquement pour la construction, vraiment avec le PMICP, ça entre plus dans les détails. Et je conseillerais peut-être à ceux qui sont là, qui ont déjà fait le PMP, qui ont une peut-être expérience ou qui ne l'ont pas encore fait et qui veulent vraiment s'orienter dans une gestion de projet de construction, de regarder cette certification-là. Donc, et dans les perspectives, c'était peut-être dire éventuellement aux présentateurs de nous partager les outils qu'ils utilisent pour un peu le pilotage de cette earned value management. Je sais que maintenant, il y a la notion de BIM. On a dépassé le 3D, on est sur le 8D. Donc, le 3D, c'est juste la 3 dimensions. Quand on intègre le 4D, on part maintenant dans le scheduling, c'est-à-dire la gestion du temps. Le 5D, on intègre un peu la gestion des coûts. Voilà, je pense que même avec les outils BIM, ça permet déjà d'avoir une situation assez claire vraiment de cette gestion de la valeur acquise-là. Donc, c'était un peu cette contribution et ce partage que je voulais faire. Et encore remercier un peu le chapitre pour avoir organisé ce brillant webinaire. Merci beaucoup, Makumba, pour ces éléments qui permettent encore d'éclaircir la thématique. Donc, je pense que ce serait intéressant dans la continuité de pouvoir trouver, pourquoi pas, on pourra peut-être en voir si c'est possible, d'animer peut-être un événement
qui va un peu parler encore plus dans la même thématique. Et à la fin, on pourra présenter cette certification dont on a parlé tout à l'heure, qui est le PMICP, qui fait focus vraiment sur tout ce qui est construction de projet et notamment tous les éléments de l'analyse de la valeur acquise sont également pris en compte. Alors, je ne sais pas si Stéphane, tu as quelque chose à compléter sur ce qui vient d'être dit, sinon on peut Oui. donner la parole à Souley pour poser une question. Bon, moi, je vais rebondir, hein, parce que je crois vraiment qu'il faut rester dans une logique de progrès. Il ne faut pas rester statique. Développer, au-delà même des certifications, développer des compétences réelles. Associer une certification à une compétence, toujours systématiquement. Par rapport à, je pense que c'était Guérin, par rapport à l'anglais, moi, je pense que de toute façon, on est dans un monde où on a une liberté, la libéralisation de l'information. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On a un monde dans lequel l'information est libérée, elle est totalement libérée. Et il faut pouvoir naviguer. Il faut pouvoir y naviguer. Pendant longtemps, je pense, hein, Total, les techniques d'ingénieurs, ELF, développaient ou préparaient des traductions de documents techniques. Ça, donc, je vais vraiment le rejoindre. Passons à l'anglais. Travaillons beaucoup en anglais. J'ai eu beaucoup de mal pendant la présentation à trouver des traductions qui expriment réellement ce que les concepteurs de la N-Value ont voulu envoyer comme message. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Donc, Souley a levé la main. Souley, tu peux ouvrir le micro et t'exprimer. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ok, donc je commencerai déjà par remercier Stéphane pour sa brillante présentation qui montre quand même un réel vécu professionnel dans le domaine, quoi. Alors, le constat que j'ai déjà, c'est que en réalité, nos chargés de projet, nos chefs de projet, surtout dans le domaine de l'ingénierie, ce sont des bons techniciens, mais en réalité, ils ne sont pas suffisamment outillés, surtout du côté de la gestion de projet, en fait. Et là, je pense qu'il y a énormément à faire, vu vraiment le potentiel qu'on a dans le domaine de l'ingénierie, des constructions, des projets de développement, etc., pour vraiment essayer de renforcer ce secteur. Alors, la question que j'ai, c'est surtout par rapport à l'avance de démarrage, parce que c'est vrai, j'ai eu à travailler un peu sur la question vraiment de ces indicateurs-là, mais la partie avance de démarrage, vraiment, parfois, ça pose problème, parce qu'il y a deux façons d'estimer l'avance ou bien de comptabiliser l'avance de démarrage. Il y en a certains qui le considèrent comme un premier élément de paiement qui n'est pas remboursé, et dans certains cas, surtout pour la partie travaux construction, il y a un remboursement un peu, disons, de l'avance de démarrage qui se fait pendant une partie du projet. Donc, quand on doit le comptabiliser pour les indicateurs, souvent, ça peut créer des difficultés, quoi. Donc, s'il a peut-être une petite expérience par rapport à ça à partager, ce serait intéressant. Merci. Je réponds directement ou bien on prend une autre question? Pour l'heure, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je peux laisser peut-être répondre à cette question. Ok, merci Souleymane. Je pense que c'est globalement résumé l'échange que j'ai eu en interne quand je me suis proposé d'utiliser l'avance de démarrage. Je continue de penser que l'avance de démarrage est une avance de trésorerie. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, ce qu'il faut aussi prendre en compte quand vous utilisez l'outil, la N-Value, il ne faut pas oublier que vous n'analysez pas la facturation. Ce n'est pas une analyse, comment je dis, c'est pas une analyse de décaissement. C'est une analyse d'exécution. Donc, pour moi, quand je demande d'intégrer ou quand je pense qu'il est possible d'intégrer l'avance de démarrage, c'est simplement parce qu'au moment de calculer mes coûts réels, je ne calcule pas ce que le client a dépensé uniquement. Moi, j'essaie de mettre ça en parallèle parce qu'il y a la facturation. On certifie l'avancement. Après, il y a une facturation. Après, il y a des calculs. Donc, je considère qu'au moment où on fait la facturation, on a, comment je vais expliquer ça? On a déjà toiletté, on a passé, on a extrait le remboursement anticipé de l'avance de démarrage. On a une représentation assez fidèle de l'exécution des travaux parce qu'on ne facture qu'un avancement. Ce n'est qu'à l'avancement
Ce n'est qu'à une valeur d'avancement qu'on émet une facture. On ne va pas émettre une facture et rajouter un coefficient pour l'avance de démarrage. On a fait 10% en mai, et maintenant des 10%, on peut déduire le montant de l'avance de démarrage. Donc moi, je vais utiliser les 10% là, parce que pour moi, c'est une valeur de ce qui a été réalisé. En sachant bien sûr que je reste, comme je dis, uniquement sur la partie exécution. Je ne suis pas dans les analyses de décaissement, les analyses de facturation. Je veux savoir, par rapport à l'argent que le client a dépensé, qui inclut l'avance de démarrage, si je prends les factures cumulées de l'entrepreneur, ou si je prends nos factures cumulées, qui sont des représentations fidèles de l'avancement. C'est ce que je pense. Hein. Généralement, c'est comme ça que c'est organisé dans les projets. Est-ce que j'arrive à une CPI qui est de l'ordre de 1? Parce que sinon, le risque qu'on court, c'est que cette avance de démarrage nous empêche de calculer les indices de performance de coût. Parce que l'avance de démarrage est remboursée tout le long du projet. À quel moment est-ce qu'on va donc utiliser les coûts? Il faut trouver une astuce. Ça varie suivant les projets, mais il faut trouver en fonction de votre situation, comment est-ce que vous allez toiletter, le fichier de suivi des facturations ou le fichier de suivi des décaissements pour obtenir la bonne information. Tout dépend de la configuration et de l'environnement de chacun. Merci beaucoup, Stéphane. On a Hervé. Je pense qu'Hervé, tu peux essayer d'ouvrir ton micro. Ça devrait passer maintenant. Ça passe toujours pas. Je parle la main en tant qu'administrateur ou qui que ce soit pour activer ou muter en fait le micro. C'est que le participant qui peut le faire. Donc, s'il y avait peut-être une difficulté, il peut peut-être écrire dans le chat pour poser sa question. Alors, je continue à réitérer ceci. Ce webinaire vous donne droit à 1,5 PDUs. Donc, tout à l'heure, je pense qu'il y a un message qui a été mis, qui est un Google Form qui vous permet en fait d'évaluer non seulement le webinaire dans son ensemble, manifester votre intérêt si vous êtes membre du PMI, vous êtes membre du PMI Sénégal ou non, si vous voulez avoir des informations complémentaires. Et merci de renseigner cela pour nous permettre de pouvoir vous assister dans ce besoin relancé. Une autre chose, ce PMI permettra aussi de pouvoir recevoir des messages pour peut-être des prochains webinaires au niveau du chapitre PMI Sénégal. Donc, s'il n'y a pas de questions, je donnerai encore la parole à Stéphane, mais avant, je dirais merci encore à Stéphane Fongan qui nous a vraiment gratifié d'une thématique extrêmement importante sur l'analyse de la valeur acquise. On a Karim qui a levé la main. Karim, je te donne la main, tu peux poser ta question. Sinon, je m'apprêtais à conclure. Merci, Michael. Alors, petite question pour Stéphane. D'abord, je commence par le féliciter pour cette brillante présentation. C'était vraiment très intéressant. Et je voulais juste partager avec lui mon opinion sur le TCPI, hein, to Complete Performance Indicator. La manière dont moi je le conçois ou je l'ai compris, c'est le rythme de progression de l'équipe qui serait requis pour pouvoir terminer dans les temps et dans le budget. Donc, si on veut terminer dans les délais sans avoir, enfin, peut-être pas sans avoir recours au fast track ou au crashing, c'est-à-dire juste en motivant les troupes, etc., quel serait le niveau de progression? Donc, en général, on va avoir quelque chose comme 1.15 ou 1.25, 1.30 et voir à quel point c'est réaliste ou au moins combien on pourrait se rapprocher du budget initial. Mais encore une fois, c'est juste mon interprétation ou mon opinion personnelle. J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Merci. Merci, Karim. Je réponds directement à Karim. Votre interprétation est la bonne. Hein? J'espère que je n'ai pas donné une autre interprétation pendant ma présentation. Mais j'ai dit que c'était un target. C'est vraiment un objectif. C'est dans votre tableau de bord, si vous l'affichez, vous savez exactement ce qu'il vous faut
atteindre comme performance pour pouvoir réaliser le projet dans les temps et dans les délais. Et souvent, pour moi, je pense aussi que c'est une alerte en fait, parce qu'au-delà d'une certaine valeur, vous saurez si c'est possible ou pas. Un TCPI qui est impossible est une alerte et elle doit vous inciter à prendre une décision drastique. Voilà. C'est bon. D'accord, merci. Merci Stéphane, merci Karim. Alors Hervé a pu mettre les différentes questions qu'il voulait poser dans le chat, donc je les lis, Stéphane, les unes après les autres. Alors la première question est la suivante. Lequel des parties prenantes doit suivre la valeur acquise sur un projet? La deuxième question est, tu peux répondre ou je lis toutes les questions? Bon, on répond à la première. Moi, je pense que dans une dans une organisation de projet, toutes les parties doivent suivre leurs indicateurs de valeur acquise. Toutes les parties, de façon indépendante, parce que les intérêts sont différents les uns des autres. Du point de vue du client, il veut savoir ce qu'il dépense. Est-ce que le projet avance conformément aux objectifs fixés? Du point de vue de l'entreprise, ce sera principalement d'évaluer l'efficacité d'exécution de son équipe. Donc, tout le monde doit suivre. Question suivante. Quelle relation entre la valeur acquise, les pénalités et garantie de performance? Alors, moi, je n'en vois personnellement aucune directe. La valeur acquise, en fait, se calcule pendant l'exécution du projet. Pardon. Ça se calcule pendant l'exécution du projet, alors que je crois que l'aspect garantie de performance et pénalité, c'est les choses dont on discute à la fin du projet. Il faut savoir qu'à la fin du projet, la plupart des indicateurs, vous avez vu, la N-value passe à 100% aussi. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, il arrive que dans certains projets, il y ait des jalons intermédiaires. Mais on pourrait éventuellement, en cherchant un peu, en creusant un peu, trouver une relation, mais elle n'est pas directe. Elle n'est pas du tout directe. On va passer à la question 3. J'espère que j'ai répondu à cette question-là, parce que je pense qu'il n'y a pas de relation. D'accord. Donc, la dernière question, c'est l'avance de démarrage est plus utilisée pour l'implémentation des temporary work, travaux préliminaires liés à la structure d'organisation de la construction CWP, doit être intégré au calcul des coûts réels et vu que suivant les avancements du projet, le lissage des paiements intermédiaires se fera en prenant en compte cette avance. De ce fait, est une avance de trésorerie. Mais cela dépend dans ce cas du type de contrat, forfait, régie, EPC, etc. Oui, je pense que c'est plus un commentaire. Et effectivement, moi, je l'intègre dans mes calculs, mais je l'intègre, comme je dis, en faisant attention à traiter les données, à ne pas simplement reporter les valeurs. Il faut traiter les données, pouvoir trouver la relation entre la facture et le pourcentage d'avancement, de façon à avoir je dirais, un indicateur qui est plus ou moins fiable, qui est surtout plus fiable. D'accord, je pense que c'était un commentaire, son impression ou son commentaire sur l'avant de démarrage. On a également Ibrahima Kamara qui a dit, dans certains cas, l'avance de démarrage est cautionnée à première et remboursée en 40 et 80% de l'avancement des travaux. Donc ça également, c'est un commentaire sur l'avance de démarrage. OK. Très bien, je pense qu'on est un peu au thème de notre webinaire. Ça nous a pris un peu plus de temps que prévu. Nous nous excusons pour les aléas en tout début, mais nous croyons que vous avez passé un temps pour apprendre sur la gestion de projet et sur comment on devait optimiser les projets de construction, notamment l'utilisation pratique de la valeur acquise pour une meilleure prise de décision et pour tout ce qui concerne des prévisions à faire dans le cadre des projets. Alors, on met fin à cette session. On se dit certainement à la prochaine pour un prochain webinaire avec encore un autre prochain speaker
qui va certainement nous aborder d'une thématique qui pourrait nous en dire beaucoup plus. N'hésitez pas à remplir le formulaire pour donner vos impressions. Ça nous permet également de nous améliorer, de proposer aussi des thématiques qui peuvent être pertinentes pour vous dans votre carrière professionnelle, parce que c'est cela l'association PMI Sénégal, c'est qu'on a vraiment mis au cœur des membres le développement professionnel sur la gestion de projet de nos membres. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire pour vous donner vos impressions et nous aider également à pouvoir proposer du contenu qui soit extrêmement riche. Stéphane, je te donne le mot de clôture et après, on pourra mettre une session. OK, merci Michael. J'ai préparé la présentation au pied levé et en fait, je suis plutôt surpris des retours. À titre personnel, je crois que j'ai dû passer sur certains sujets parce que je crois que c'était le temps alloué est beaucoup trop court pour parler de mon expérience, de mon vécu. Pour le moment, je n'ai parlé que de la mise en œuvre. On aurait pu évoquer certains aspects pratiques, parler d'un exemple, d'un de mes exemples vécus, comment est-ce que je l'ai fait sur un projet. Mais ça pourra se faire lors d'une session en présentiel, parce que pour moi, c'est clairement un échange. Je te remercie une fois encore de l'opportunité. Je remercie le PMI et l'équipe dirigeante du PMI. C'était un très bon exercice. Ça m'a permis de vérifier mes connaissances, de vérifier mes compétences. Et j'ai dû aller fouiller dans mes archives et dans mon cerveau pour préparer quelque chose de synthétique. J'aime les choses simples. J'aime quand ce que je fais peut être facilement reproduit, facilement appliqué. Et je voudrais vraiment inciter tous ceux qui sont dans le domaine de la gestion de projet à faire l'effort même à titre personnel, même si le projet ne le fait pas, à tester les outils. Toujours les tester parce que c'est un exercice d'application. Vous apprenez une notion, vous l'implémentez. Si elle marche, vous l'utilisez. Forcément, à un moment ou un autre, vous aurez l'opportunité de partager. Et nous sommes nous enrichissons de la somme de nos expériences. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons impacter notre environnement. Je vous remercie une fois de plus. D'accord, merci beaucoup. Alors, ça me permet de pouvoir dire ceci avec les questions que je viens de recevoir. Normalement, la documentation sera partagée à l'ensemble des membres, le support de présentation. Ce webinaire a également été enregistré et ce que nous avons l'habitude de le faire, c'est que l'enregistrement sera mis également sur la page YouTube du site PMI Sénégal et vous aurez l'opportunité de pouvoir le regarder en replay. Donc, soyez-en sûrs. La continuité vous permettra de pouvoir prendre connaissance du support, mais aussi de pouvoir réviser ensemble tout ce qui a été abordé par le speaker. Merci encore à vous. Nous vous souhaitons un excellent week-end et nous nous dirons à la prochaine pour un prochain événement et pourquoi pas une prochaine activité en présentiel. C'est dans les perspectives du chapitre. Nous attendons juste que les élections puissent se faire, élire un nouveau bureau et à la tête de ce bureau, voir comment est-ce que les directives pourront être lancées pour permettre à ce que le chapitre continue de vivre, de partager des retours d'expérience et pourquoi pas d'entrer en profondeur sur des thématiques qui ont été abordées dans un webinaire comme celui-ci et pas mal d'autres choses qui permettront vraiment de pouvoir enrichir l'avantage d'être membre du chapitre PMI Sénégal. Merci à vous, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Merci À la Stéphane prochaine. encore. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci Karim. Merci Stéphane, au revoir.